Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Avec moi pour présenter cette émission, Thierry Châtelier, Vincent Naël. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et on accueille aujourd'hui Vincent Audouin, Roger Adou, dirigeant de l'Union Barbezieux-Jonzac. Bonjour. Bonjour tous les deux, qui achève sa saison dimanche à Oloron après avoir brillamment assuré son maintien en Fédéral 1 il y a 2 semaines face à Saint-Médard-en-Jalles. La belle croissance de l'UBJ, c'est l'objet de l'interview. Alors Vincent, Roger, le dimanche 2 avril dernier, l'UBJ a assuré son maintien en Fédéral 1 en battant Saint-Médard-en-Jalles à Barbezieux, 20-0. On regarde des images de l'entrée des joueurs parce que c'était une belle journée avec une belle fête au stade Jean Poquet. Ce maintien, c'était forcément l'objectif pour cette première saison à ce niveau-là? Oui, c'était l'objectif. On s'était dit, jeune club que nous sommes, on avait une poule du Sud-Ouest relevée où tous les matchs ont été serrés. Et voilà, on vous avait dit en début de saison que l'objectif, c'était de planter le drapeau de l'UBJ au sein de tous ces bastions. C'est chose faite. Il nous reste un objectif à atteindre, c'est dimanche, nos espoirs. Oui. Qui peuvent se qualifier. On est 7e, donc on espère qu'ils vont aller chercher la victoire à Oloron. Pour faire les phases finales. C'est ça. Ouais. Roger, face à Saint-Médard, on l'a vu sur les images, il y avait 2000 personnes à Jean Poquet, une ambiance de phase finale. Ça doit être une sacrée satisfaction quand même, comme ça, de fédérer. Satisfaction, oui, parce que il y avait une grosse crainte même au départ, parce qu'on voyait les inscriptions de tous les gens et toutes les prises de place à l'avance. On était très inquiets par rapport au nombre. Il s'avère que même par rapport à ce qu'on avait prévu, ça a été surclassé. Donc, mais par contre, on a assuré et c'était un énorme plaisir parce qu'il y avait quand même pas mal de monde derrière nos joueurs. Ça y a contribué. Et vous pouvez mettre jusqu'à combien de personnes comme ça à Jean Poquet? On ne s'est pas mis 10 000. On a fait 850 repas quand même. Hein. Ah, c'est énorme. Donc le traiteur a été exceptionnel, nos bénévoles aussi. Enfin... Tout le monde a assuré, c'est bien. En fin de compte, très belle journée. Non. Bah Vincent, juste, on en parlait cette semaine. Vous me disiez, ce match-là fait partie du top 3 de vos émotions depuis la naissance de l'UBJ. Oh oui, sans problème. Le premier, c'est un match de légende par sa physionomie. C'est le match de l'année dernière, le match de montée. Où on monte après 2 essais à la 84e et la 86e. Donc celui-là, il est top 1. Après, il y a la première montée de l'UBJ en 2014. C'était Jérôme Dittom, le coach, contre Thouars. Et puis celui-là, c'est pas une montée, mais c'est tout comme se maintenir en Fédéral 1. Voilà, c'est une belle émotion. Puis les 3 matchs se sont joués chez nous. Donc c'est toujours... sympa d'obtenir son objectif devant son public. Ouais. Et après, j'ajouterai en 4e position la victoire en 2016 où on avait obtenu le bouclier d'honneur contre Saintes. C'était Johan Lavaux. Voilà. Du coup, vous avez découvert la Fédéral 1 cette saison, joué dans le même championnat que des équipes comme Bagnères, Oléron, Mauléon, Nantes. C'est une autre dimension et c'est aussi une fierté. Oui, certainement. De toute façon, quand on a vu la poule en début de saison, comme on le disait il y a 2 minutes, notre objectif, c'était le maintien. C'est la première fois qu'on avait pour objectif le maintien. Jusqu'à présent, nous avions été un petit peu plus gourmands. Là, quand on a vu le niveau, on s'est de suite rassuré en disant « bon, le maintien serait déjà très très bien ». En étant réaliste, en sachant qu'il fallait apprendre de tous ces gros clubs, puisque les rencontrer, là, on s'est aperçu qu'on a fait un premier tour quand même assez difficile, puisque cette première rencontre avec ces gros clubs... Sur la phase allée, sur la phase allée, c'est avéré quand même très, très, très douloureuse. Par contre, on a appris, on a des joueurs qui se sont perfectionnés, qui ont appris à se souder, à jouer ce qu'il fallait faire contre ces gros clubs, avoir un gros collectif et ils nous ont fait plaisir. Et ça a été donc le match contre Saint-Médard, la conclusion et la façon de répondre au fait qu'on est toujours présent pour les gros événements. On vient de citer 4 événements qui se sont passés à Barbezieux et qui ont été à chaque fois des gros événements dans lesquels nos joueurs ont été au rendez-vous. Le public aussi, on en parlait pour Saint-Médard. Enfin, Barbezieux, au moins, on est présent pour les gros rendez-vous, c'est ça qui est important. Le déclic de la saison, je pense que c'est la victoire à l'extérieur à Saint-Médard avant Noël. Et ensuite, sur la deuxième partie de saison, on est 4e sur les matchs retour. Vous avez accroché des points pratiquement tout. Ce qui prouve qu'on a pris la mesure des poussées en mêlée, qui était déjà la première grosse différence par rapport à la Fédérale 2. Voilà. Et puis le boulot du staff et des joueurs qui a été en progression
sur toute l'année. Ouais. Cette réussite justement de l'UBJ, c'est aussi un recrutement intelligent au fil des saisons, à l'image de Valentin Destruel qui a été formé à La Rochelle, qui est passé par le SA15, par Niort. On a des images de l'essai qu'il marque face à Saint-Médard, le deuxième essai du match, en fin de rencontre. Cette politique sportive, c'est une des clés de la réussite. Elle est basée sur un recrutement à la fois sportif et professionnel. Je crois il y a des doubles projets qui sont à l'étude. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Tous nos joueurs sont pluriactifs, c'est-à-dire que dans le recrutement, on parle à la fois du terrain et après, ça c'est mon rôle, de leur trouver du boulot parce qu'on considère que un joueur il est bien sur le terrain que quand il est bien dans sa vie de tous les jours. Ouais. Voilà, c'est notre double projet. Et après le recrutement, l'équilibre de cette année, c'est qu'on a pris de la jeunesse, qu'arrivaient des espoirs, d'Angoulême notamment. Et il y a eu un bon équilibre entre ces jeunes et nos anciens. On a encore des joueurs qui étaient en honneur. Hein, notre capitaine, qui est un exemple. Adrien Desjans, Nikita Jacob. Voilà, et donc c'est cet amalgame entre anciens et jeunes qui fait que la mayonnaise a bien pris. Mais c'est facile quand même de trouver du boulot. Enfin, j'imagine que c'est une grosse cellule de préparation quoi, pour... Alors, oui, c'est relativement facile parce que c'est pas facile de venir en Charente, mais après, on s'y sent bien. Ouais. Et puis, il y a du boulot en Charente, que ce soit dans l'industrie, dans les métiers du cognac. Voilà, on a un réseau de partenaires qui jouent le jeu, qui nous demandent, même avec la problématique aujourd'hui de main-d'œuvre, qui nous demandent tous les étés, est-ce que vous avez des rugbyman à nous fournir ? Ah ouais. Donc, voilà, on a un réseau qui fonctionne bien et jusqu'à présent, ça marche. Bon. On va parler du mariage Barbezieux-Jonzac, mariage réussi, on peut dire, hein, qui date de 2013, l'union. C'est une union, pas une fusion. Une union. C'est une union. Une des premières étapes importantes, on en a parlé tout à l'heure, ça a été la montée en Fédéral 3 dès la première saison, 2014, sous la conduite de Jérôme Di Tommaso et David Landreau, si je ne dis pas de bêtises. On a ressorti quelques images de ce dimanche 13 avril, victoire sur Thouars, parce qu'il y a vraiment des souvenirs sympas. Alors ça, c'est l'article que nous avions consacré à l'événement et on a quelques photos croquignolesques avec une magnifique voiture sur la pelouse du stade Jean Poquet, avec Jérôme Di Tommaso, non pas au volant, mais sur le capot. Et Vincent, on vous a au milieu des joueurs. Vous n'avez pas trop changé en 10 ans. Merci. Ça a été un moment charnière, cette première saison. La réussite a tout de suite été là. Oui, ça a été un moment charnière. On se rappelle que l'Union, on l'a finalisé au Casino de Jonzac. C'était Fabrice Landreau, notre animateur de soirée et notre parrain. Voilà. Et, on l'a récupéré comme consultant, nous, hein, il est bien aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est un communicant. Hein. Et Jérôme aussi est un communicant. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si à chaque fois qu'on a eu des matchs charnières, le match de montée de l'an dernier, le match du maintien cette année, les premiers messages que j'ai à chaque fois, c'est Fabrice, c'est Jérôme, c'est Johan Lavaux, voilà, c'est les anciens entraîneurs qui sont passés et qui gardent une trace et qui... Jérôme, il sait que quand j'appelle pas, c'est qu'on a perdu. De toute façon. Cette union, elle était indispensable pour décoller ? Oui, c'était un mariage de raison nécessaire pour des raisons techniques, quoi. À savoir que Barbezieux, à cette époque, avait pas mal de seniors, mais manquait de jeunes, et c'était l'inverse pour Jonzac. Et il y avait quand même 23 km de distance, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui en même temps ne l'est pas trop. Les difficultés de réunir 2 départements, 2 communautés de communes, le tout dans la même, à l'époque encore déjà dans le même comité, régional, puisque c'était le Poitou-Charentes. Mais pour ce qui était du club par eux-mêmes, il fallait faire cela. Donc on a créé ce qui était un petit peu les débuts de l'UBB. Comme l'UBB, monter 3 clubs en un, c'est-à-dire monter l'Union, mais garder de chaque côté les équipes qui existaient avant, et une école de rugby des moins de 14 en tant qu'école de rugby sur cette Union. Et voilà, c'était le démarrage, quoi, avec une première année un petit peu latente dans laquelle on a... Il y a une vraie logique de territoire. On est 2 communautés de communes... Alors très vaste, hein, parce qu'on va de 80 km d'est en ouest et à peu près pareil de nord au sud, mais ça réunit quand même 140 000 habitants, les 2 agglos.
Voilà, donc il y a de la distance, on met de la logistique en place, on met tout ça en place. On a des permanents au club qui sont sur les deux pôles, Jonzac et Barbezieux. Et vous êtes quoi? Vous êtes charentais? On est des deux Charentes. Alors nous, on insiste sur le fait qu'on représente les deux Charentes pour la. C'est la Saintonge, Jonzac. Voilà, la Haute-Saintonge. Ouais. On insiste sur ce fait parce que sinon, c'est vrai que le siège social est à Barbezieux. Ça a été un choix difficile, mais à un moment donné, on s'est aperçu qu'il fallait gérer 3 clubs et que c'était devenu impossible. Ça veut dire 3 gestions, 3 comptabilités, tout ce que vous voulez. Donc on a préféré monter un seul club sur un seul siège et mettre en sommeil Jonzac et dissoudre Barbezieux. Les Jonzacais, les mettre en sommeil, ça leur a pas fait plaisir énormément. Donc on insiste aujourd'hui sur le fait qu'il faut aider à développer, on continue à développer le rugby à Jonzac. Pour ça, tous les gros événements que nous faisons, que nous réalisons, nous les réalisons à Jonzac pour essayer de recapter un petit peu tout ce public, pour équilibrer. Parce que notre objectif, oui, c'est de faire vivre les deux territoires. Il y a un tissu économique, Thierry. Oui, il y a un vrai levier économique, ça, c'est sûr. Oui, on voit en plus avec l'exemple de Cognac et Saint-Jean-de-Gély que ce n'est pas toujours simple, ces unions. Il a fallu se battre pour convaincre. On est passé outre les guerres de clochers. Et puis on ne veut pas se comparer à Cognac-Saint-Jean. Je pense que nos deux communes, déjà, sont à peu près identiques en termes de nombre d'habitants, que ce soit Jonzac, que ce soit Barbezieux. Complémentaires, Jonzac est plus sur le tertiaire en économie, Barbezieux est plus sur l'industriel. Voilà, il n'y a pas peut-être cette guerre de clochers qu'il peut y avoir entre le monde du cognac. On n'a pas ça, et donc tout le monde n'a pas pris le train, mais honnêtement... Il y a du monde dans le train. Mais il y a quand même du monde dans le train, 2000 personnes au stade, ça prouve qu'on a créé de l'engouement. Je pense que le levier supplémentaire, ça a été notre bodega, qui a été vraiment un outil primordial pour notre ADN, qui est la convivialité. Les gens viennent voir un match de rugby, mais passer un bon moment aussi. Et après le Covid, ça a été un vrai levier. C'est d'ailleurs les partenaires, si on joue tous sur le partenaire, c'est parce qu'en fin de compte, ils nous aident énormément. Parlons pas que du côté financier, mais quand on parle du côté boulot, il y a par exemple beaucoup de sociétés qui sont en train de taper à la porte de la municipalité de Jonzac pour pouvoir aller développer leur job. On pense je ne sais pas si on peut citer les noms, Locatuma, tout ça, les tas de maisons qui sont en train de solliciter le maire de Jonzac pour aller se développer sur Jonzac. Jonzac qui offre un énorme potentiel, notamment l'aviation, dernièrement on en parlait. Ce qui fait que à tous les niveaux, les deux municipalités jouent le jeu, nos partenaires jouent le jeu, ce qui fait qu'on est obligé de réussir. Au départ, qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté? Les difficultés de bénévoles, à savoir des bénévoles qui ne voulaient pas aller dans l'autre ville. Tout ça, on a réussi à le régler au fil du temps. Et aujourd'hui, on a complètement réglé le problème. Ça ne se pose plus. Simplement, le problème du public à Jonzac, il faut faire revenir, au stade. Mais à part ça, on n'a pas... Oui, il faut continuer à créer l'engouement. Après, on joue souvent le samedi soir. On a cette chance-là aussi, sur nos deux stades. Donc ça, c'est quand même un plus. Et puis, on a l'éclairage sur les deux stades, ce qui n'est pas évident. Parce que c'est quoi les jauges à Jonzac? Jean-Jacques, elle serait plus grosse, puisqu'en fin de compte, le terrain municipal est beaucoup plus grand, alors qu'à Barbezieux, nous sommes chez nous, sur un petit stade qui avait un très très bon potentiel à l'époque où nous étions en série, alors qu'aujourd'hui, la municipalité a des difficultés à suivre notre vitesse de croissance. Alors qu'à Jonzac, il y avait déjà des structures faites, des structures certes au départ faites pour le foot, puisque le foot était prioritaire quand même à Jonzac il y a longtemps. Et je fais allusion aux vestiaires, par exemple. Il y a toujours des vestiaires de footballeurs. Et ça n'a rien à voir avec 2 équipes ou 4 équipes, quand on a les espoirs qui jouent avant. 4 équipes de 23 gaillards dans des vestiaires de 2 équipes de foot. Ça crée la promiscuité. La preuve, on en joue quand même, parce que ça nous aide. Et donc non, on a des municipalités qui essayent de jouer le jeu et puis qui font ce qu'il faut. Parce que l'UBJ, c'est 1,8 million de budget. Donc c'est quoi l'argument majeur pour mobiliser autour de vous? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, la convivialité. C'est-à-dire que
on sait recevoir, on l'a prouvé sur des événements ponctuels comme des matchs internationaux de l'équipe de France universitaire, à 3 reprises quand même. D'ailleurs, on peut vous l'annoncer, on a les Blacks pendant la Coupe du Monde universitaire qui seront en résidence à l'UBJ. Parce que la Coupe du Monde universitaire a lieu à Bordeaux cette année, tout le mois de septembre. C'est-à-dire que le format de l'universitaire, c'est que c'est... Parallèlement à la Coupe du Monde, quoi. Oui, et tout se fait à Bordeaux. D'accord. C'est-à-dire que c'est Bordeaux qui représente la France, c'est Auckland, l'université d'Auckland qui représente la Nouvelle-Zélande, c'est Oxford pour l'Angleterre, c'est des formats, voilà, c'est une université du pays qui représente son pays. Et comme c'était déjà allé Bordeaux, au Japon d'ailleurs, je me souviens, il y a 4 ans. C'était Bordeaux qui avait été au Japon, et donc ils ont obtenu l'organisation, et chaque délégation sera portée par un club du territoire. D'accord. Et comme on a quelques entrées, on a choisi les Blacks. Chapeau. Le hasard. Voilà, et pour répondre à votre question, je pense qu'on a un vrai savoir-faire et qu'on veut perpétuer, c'est de passer un bon moment au stade. Alors cette Bodega, ils participent, voilà, les gens viennent... alors après, ils se créent du réseau, c'est le bonus, mais avant tout, c'est de passer un bon moment ensemble. Ouais. Voilà. Mais disons qu'on a su écouter et envisager les attentes des partenaires dans un premier temps. Parce que quand vous parliez tout à l'heure, vous faites allusion à un budget qui était quand même malgré de jouer contre des clubs comme Bagnères ou Laurent et compagnie, c'était quand même le deuxième budget de la poule après Nantes. Il n'y a pas photo quand même entre Nantes et Barbezieux. et tout ça parce qu'en fin de compte, l'apport arrive des partenaires parce que on a favorisé les partenaires et en les écoutant, en sachant quelles étaient leurs attentes quand ils viennent voir un match de rugby. Et là-dessus, Vincent a été très fort puisque c'est lui qui a envisagé immédiatement de construire cette bodega pour faire une belle structure d'accueil qui fait qu'ils se sentent bien, ils viennent très nombreux, ça attire en même temps les spectateurs, ça attire en avant. Et ça fait une... voilà, aujourd'hui, c'est comme disait Vincent, c'est la réception. C'est la fête du rugby. Tous les dimanches, c'est une fête du rugby, quoi. On va l'améliorer d'ailleurs en mettant une tribune dessous la terrasse. Là. D'accord. Je ne peux pas vous donner le nom encore, mais on a un partenaire qui est intéressé pour faire du naming. Donc ça, dès cet été, on l'améliore parce que les petits, ils ne voient pas toujours le match. Vous descendez ensuite. Bon, après votre victoire sur Saint-Médard, le manager Guillaume Ajac a annoncé qu'il allait prendre du recul avec le terrain pour se tourner vers d'autres tâches. On a la vidéo, on va l'écouter. À titre personnel, moi, c'était ma dernière à l'UBJ aujourd'hui en tant que manager puisque je vais basculer sur autre chose et donc du coup je suis très fier du parcours de mon staff et je voulais les remercier pour tout ça. Parce que sur autre chose à l'UBJ ? À l'UBJ oui, mais un peu plus en retrait du terrain, voilà, je pense que c'est bien de changer et puis à titre perso voilà, de me réinvestir sur autre chose. Bon, Vincent Roger, quel va être le nouveau rôle de Guillaume à l'UBJ et comment allez-vous vous réorganiser ? Le rôle de Guillaume, et d'ailleurs on le remercie au passage, parce que si on en est là, c'est surtout grâce aux hommes, à son boulot et à celui du staff. Guillaume, dès Noël, nous a prévenu qu'il souhaitait prendre du recul, parce qu'il a aussi sa vie perso et sa vie professionnelle. Donc il devient directeur sportif du club, en charge de toutes les catégories, et de mener à bien notre projet qui nous tient à cœur, qui est de construire un centre de formation. D'accord. Puisqu'on a grandi vite et du coup il y a un écart entre nos grands et nos cadets juniors qui eux sont restés au même niveau et on souhaite les monter à terme en national. Donc c'est lui qui va mener à bien ce projet avec Flo Piron qui va l'accompagner, qui reste aussi au club, qui aura un qui était son adjoint, qui suivait la ligne de 3/4 et qui va avoir un rôle chez les grands en ayant la prépa mentale, parce qu'il a les formations pour, et surtout que le pôle jeune continuer à grandir et aussi renforcer notre partenariat avec le SA15, qui est indispensable. Oui. On s'entend bien, on met les moyens qu'il faut, que ce soit logistique, humain, donc on va renforcer ce pôle, notamment certainement en montant une équipe Goderman ensemble. D'accord.
pas que nous, hein, il y aura aussi les autres clubs charentais qui voudront venir avec nous. Oui, tu avais notamment Cognac qui était invité à participer à ça. Bon, aujourd'hui, on sait qu'ils ont d'autres préoccupations. Ce qui fait que pour cette année encore, ils risquent peut-être de faire le pas. Mais autrement, pour ce qui est du SA15 et de quelques équipes aux environs le but étant de créer un territoire de rugby charentais, quoi. Pour faire des échanges, pour monter des équipes de haut niveau en termes de jeunes. Coderman, à la mercerie, bon, on fait tout ce qui peut exister d'équipes haut niveau, parce que c'est en échangeant, en apportant chacun nos pépites qu'on peut essayer de... D'où notre centre d'entraînement labellisé à Jonzac, et qui va être le support en quelque sorte d'eau de vie, du BJ Eau de Vie, hein, qui est une association qui a été créée pour trouver des formations dans les métiers de la vigne. D'accord. Et donc ces jeunes pourraient... Des doubles projets qui fait que ces jeunes pourraient transiter par ce centre de formation et après partir à la découverte de quelques pépites pour être en entente avec le SA15 au moins et les autres clubs. Bon, et avec la création d'une section sportive au collège de Barbezieux. Oui, exact. Et alors pour le staff senior, du coup, comment allez-vous faire sans Guillaume? C'est la transition. On a un autre homme qui nous a aidé à nous construire, c'est Jean-Ric Lombard, sur la partie commerciale quand il est arrivé il y a 3 ans. Et on savait qu'un jour, il aimerait entraîner. Donc il a passé ses diplômes. Il a passé son diplôme dès la première année, et qu'il a eu à Bordeaux, son DE. Donc, tout naturellement, on n'a pas cherché à l'extérieur. On a de suite levé l'option. Et donc, c'est Jean qui va prendre le pôle senior. D'accord. Accompagné de Chalva Sutashvili pour les avants. J'avais eu vent de ça, oui. À la retraite depuis 1 an, l'ancien international géorgien du SA15. C'est ça. Donc vous reconstituez un duo qui a fait monter le SA15 en Pro D2. Puisqu'ils étaient dans l'équipe. Je ne savais pas qu'ils avaient joué ensemble. Si, ils ont joué ensemble l'année de la montée en Pro D2. Ouais. Tu vois, la filiation avec Angoulême continue. Bon, d'accord. Donc on peut annoncer Jean-Ric et Chalva Sutashvili co-entraîneurs la saison prochaine. Et justement, pour finir sur la partie sportive, la Nationale 2, c'est une utopie pour l'UBJ? Je ne dirais pas que c'est une utopie, mais aujourd'hui, il faut avancer humblement, comme on le fait depuis 10 ans. On en parlait tout à l'heure, les bastions qu'on a joués, ils sont là depuis que le rugby existe. Donc, à nous, on a planté le drapeau cette année, à nous de confirmer. Des fois, la deuxième année, faut confirmer. Ouais. Et puis après, on verra. Mais je pense qu'on a l'économie dans notre territoire, 120, 140 000 habitants. On a les entreprises. Mais allons-y à notre rythme. Évidemment qu'on va se fixer un objectif. Quand on verra la poule, quand on verra notre recrutement, on travaille pour. Puis on l'annoncera en septembre. Si on peut se qualifier, on prendra. Mais voilà. Ce que nous disions aussi tout à l'heure, c'est quand même un problème aussi d'infrastructure. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on a des municipalités, on a vu déjà Jean Poquet, vous nous demandiez tout à l'heure quelles étaient nos limites en termes de jauge. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean Poquet ne serait pas adapté pour faire de la nationale, même si elle est. Donc, je pense que mûrir le projet, il faudra le faire sur les années à venir, parce que de toute façon, nous sommes comme tout le monde des combattants, mais avec des objectifs. Mais d'abord, il faudra préparer les infrastructures pour que le jour J, on soit... Les infrastructures et les hommes, nous, on est là depuis 10 ans. Hein. Ouais. On se réengage, on est un vieux couple, mais on se réengage sans se le dire. On se dit, moi, je repars sur 2-3 ans. Mais notre objectif, c'est aussi trouver notre relève. Bien sûr. Moi, ça fera 20 ans de dirigeant. Donc, on y travaille. On pose des bases pour trouver des hommes. Il y a une vraie communauté d'entrepreneurs dans le territoire, des jeunes et des moins jeunes, mais qui s'y intéressent. Ça va être notre boulot de créer un groupe des sages qui a envie de pérenniser ce club et puis de comment dirais-je, de fusionner autour d'eux. Donc c'est aussi notre objectif. Oui, former nos remplaçants.
Il a déjà donné une date, Vincent, 3 ans. Donc, admettons qu'on se donne 3 ans à la fois pour trouver nos successeurs, à la fois pour stabiliser préparer les infrastructures, stabiliser le développement du club. Et voilà, ce serait bien, puisque vous aimez les chiffres en général. Bon, ben merci. Bon, place aux choses sérieuses maintenant, puisque c'est la fin de cette interview avec questions pour 2 Charentais. Vous avez l'habitude d'être côte à côte, voilà, face à face, Vincent, Roger, 2 buzzers. Voilà. Et Vincent, de son côté, va vous passer à la question. Attention. Place au jeu. Ah oui, ça c'est bon. Ah oui. Attention, première question. Question chez vous. Question barbezieux. Ah oui, ça c'est bon. Une pâtisserie, je suis une pâtisserie composée de pâte à choux. Ah oui, de crème. La pine. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, oui. Oh là là, ça c'est bon. Le roi de la pine, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah oui. On aurait pu le mettre en mascotte, on n'a pas osé. 1-0 pour Vincent. Attention, la question numéro 2. Question. Ah oui, Jonzac. Ça c'est bon, Jonzac. Ah oui. Charente-Maritime. Je suis à un festival qui se tient au pied du château de Gonzac. Le Festival des rues. Drôle de rue, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah oui, oui. Voilà les barbezieux, hein, Jean-Jacques. Oh là là. Roger au doux, Roger au fort, très fort. Ah oui, oui. Ça c'est bon. Attention. L'indice chez vous pour la question 3. Oui. Cette saison, vous avez épinglé à votre tableau de chasse le prestigieux club de... On en a parlé tout à l'heure. Bagnères de Bigorre. Ah oui, ça c'est bon. Finaliste du championnat de France, 79, 80. Ça ne nous rajeunit pas, Eric, ça. Oui. Attention. Pouvez-vous me citer 2 anciens joueurs du 15 de France? Aguirre et Bertrand. Oh là là, oh mais quel talent! Arrêtez-les! Oh là là, arrêtez-les! C'est la région, pourtant. Ah oui, c'est un palois en plus. Se faire battre par un barbezilien. Bon, 2-1 pour Vincent. Très bon. Attention. Maintenant, place aux choses sérieuses. On entre dans le ruck, on entre dans la mêlée. Une question rugby. Ah oui, ça c'est bon. Je suis né en 87, en Italie. Ouvreur de métier, je peux également évoluer à l'arrière. Non, toujours pas. Je suis également cavalier de saut d'obstacle de haut niveau. Monsieur David Ducas. Ah oui, mais arrêtez-le. Appelez la sécurité. Ah oui, ah non. Oh, il est trop fort. Hein. Intouchable, Vincent. Oui, David est de cheval, mais je ne connaissais pas ce passé prestigieux. Il s'appelle Vincent, évidemment. Voilà. Sur la question ultime, la question bonus, ils sont trop rapides, on était obligé. Attention, selon Mappy, attention, entre le stade Jean Poquet de Barbezieux et le stade Charles-Ocussol de Jonzac, combien de kilomètres? 23, je disais tout à l'heure. Le plus près gagne. Le plus près l'emporte. Ah, j'ai pas mieux. Mais je sais pas, 23, oui, 22. Non, c'est Roger. Alors, Roger Fort, ah oui. Bravo. 24,6, mais c'est accordé. C'est accordé. Magnifique. Là, c'est même plus le 4 à la suite, c'est le 5 à la suite. Ah oui. Oh là là. Ils ont réinventé le jeu. Magnifique. On l'a jamais fait. Bravo à vous. On est allé à Belvès en vélo, mais jamais. Mais Jacques, il a dû quand même le faire. Bon, merci messieurs. Et vous avez de la chance sur le buzzer parce que là on a c'était soit plus de sexe. Donc vous avez de la chance. Hein. Merci Vincent. Allez, on enchaîne avec l'événement. Allez, l'événement du week-end, ce sont les 24 heures du Mans Moto qui lancent la saison d'endurance. Ce week-end, 3 pilotes charentais sont sur la grille de départ, Thierry. Ouais, et on commence avec Greg Black, le double champion du monde 2020-2021, qui est aussi double vainqueur en titre au Mans avec l'écurie du Certes. Il va essayer de rééditer la performance. Mais cette année, l'objectif, c'est d'abord la reconquête du titre de champion perdu l'an passé. On l'écoute. La gagne ou rien, oui, on est toujours là-bas on roule toujours pour gagner. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Donc, les 24 heures du Mans, ça va être l'ouverture du championnat avec des gros points à gagner ou à perdre. Donc, pour nous, ça va être important de marquer des points à cette course-là. Même, on va essayer de gagner, bien sûr, mais on ne tentera pas tout pour gagner. On va avoir un objectif de podium. Il y a 65 points à jouer, donc c'est assez gros pour nous. En Superstock, Maxime Pellezotti, 26 ans, originaire de Brie, a fait un podium l'an dernier au Castellet. Il veut continuer à progresser, mais ce ne sera pas facile parce qu'il a notamment 2 nouveaux coéquipiers, qui plus est étrangers. On l'écoute. Le but étant de continuer cette progression parce qu'on voit que plus les années passent et plus on arrive à se rapprocher des équipes de devant.
Donc oui, le but est effectivement de continuer dans cette dynamique-là. Après, effectivement, de nouveaux coéquipiers, donc plein de choses à apprendre, à communiquer, à partager les informations, parce que ça change beaucoup de choses dans une équipe, mine de rien, surtout qu'ils ne sont pas français, donc il faut trouver un dialecte pour comprendre, pour pouvoir partager les données. Donc c'est assez compliqué. Alors après une année 2002 gâchée par une blessure à la clavicule 2022, et la pardon, perte de son titre mondial en Superstock, Julien Pilot est revanchard. Julien Pilot qui est aussi prof au lycée Grégoire. Alors là, il repart avec un ex-coéquipier qui a une particularité. On l'écoute. Cette année, avec un maximum de préparation, je suis revenu un peu remonté. Et ce nouveau coéquipier n'est pas vraiment nouveau finalement, c'est Kevin Denis. C'est avec qui j'ai gagné le Superstock en 2018. Donc on se connaît bien, c'est quand même quelqu'un d'expérimenté. La seule difficulté qu'on a tous les deux, c'est que lui fait 1m92 quasiment. Donc au niveau des réglages sur la moto, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va bien se passer, je pense. 24 heures du Mans moto, donc samedi, Vincent, qui ont lieu les 24 heures du Mans. Le 24 du Mans, comment ça? Les motos, elles ont lieu où? Bah au Mans. Non, c'est pour voir si ça J'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Et le boulder en Castellet, Eric, hein. Toi, grand connaisseur de moto. Exactement. Allez, pas d'équipe du week-end cette semaine, donc on enchaîne avec l'instant rematch et notre partenaire Stadium La Couronne avec sa fameuse palette jingle. Oh oui, magnifique. Hop, alors, deux vidéos au programme d'aujourd'hui. La première qui aurait mérité d'être au programme de rematch, mais qui nous a été transmise par Damien Laforie, le coach de Leroy B, pour une superbe parade de son gardien David Perrière contre Moutier ce week-end en D1. On regarde. Alors, il n'y a pas de son, mais... Ah oui. Hop, et le gardien qui dévie le ballon sur son poteau pour sortir ce coup franc de la lucarne. Hop, on va arrêter la séquence. Voilà. Joie d'un gardien d'un côté, larmes d'un gardien de l'autre, avec l'instant rematch consacré à un but heureux de Chabanais, vainqueur de l'Atlético Bellevigne. En demi-finale de la Coupe du District, on regarde l'action. Alors, Thierry, vous avez l'honneur de manier la palette cette semaine pour nous disséquer cette action. Ouais, alors on va voir là que le gardien va perd son sang-froid là au moment où le ballon arrive. On peut continuer. Et là, du coup, il rate la tête. Derrière, il y a la glissade. Et c'est le gardien et l'attaquant j'ai oublié de Chabanais. Voilà, qui peut marquer dans le but vide. On va revoir la vidéo. Alors, si tu peux arrêter, Julien, revenir un peu en arrière. Parce que pour comprendre pourquoi le gardien de Bellevigne a perdu ses moyens, il faut bien voir l'image. Parce que ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est qu'il y a cet attaquant ici, voilà, qui arrive et finalement qui arrive très vite. C'est sans doute ça qui l'a surpris. Ah oui. Voilà. Et un petit genou. Qu'il a été sous pression et qu'il a fait sa glissade fatale. Voilà, dur week-end pour le gardien de Bellevigne. Bon, à sa décharge, c'était pas le seul but qu'il a encaissé, ils ont perdu 3-1, donc c'est pas la boulette qui explique la défaite. Oui, et puis comme vous disiez, Thierry, hein, s'il nous fait un bel arrêt, il nous envoie l'image, on le fera, on la passera avec plaisir pour le réhabiliter. Le vainqueur de la semaine et de l'instant rematch et j'ai mangé son nom, c'est monsieur Maxime Pasco, Maxime Pasco de Chabanais. Voilà, qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium de la Couronne. Et merci Thierry, et on conclut cette émission avec l'agenda. Je récupère les petits papiers, beaucoup de choses. Ce week-end au programme, on va avoir l'infographie qui va s'afficher à l'écran. On vous laisse lire et pendant ce temps, nous, on va se concentrer sur la Pro D2 et le match entre le SA15 et Biarritz ce vendredi 19h, exceptionnellement 19h à Chanzy pour la 28e journée de Pro D2.
Le SA15 qui est 14e, qui bataille pour le maintien, reçoit des Biarros qui restent sur 4 défaites, qui ont perdu toute chance de se qualifier. On a demandé au manager angoumoisin Vincent Etcheto cette semaine si ce match était déterminant. On l'écoute. Ah, bien sûr. Si on ne fait pas celui-là, on connaît la qualité aussi du monde de Marsan. La qualité de Biarritz aussi, je la connais. Et on a alerté les joueurs sur ça. Le seul truc, c'est leur situation. Et c'est là qu'ils sont encore plus dangereux, les Biarros, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, vraiment de qualité. Je pense qu'ils s'entendent très bien entre eux, qu'il y a un staff qui continue à bien bosser et que l'environnement ne les aide pas. Mais en même temps, ça peut aussi, après la gifle contre Béziers, inattendu, ça peut aussi les booster. Donc on sait qu'il y a ce que j'allais te dire. Nous, on n'espère pas un petit Biarritz. Ouais, on se prépare à jouer un gros Biarritz. Bon, un petit problème d'image, mais le son était parfait, le message est clair. Gare à Biarritz vendredi. De tout cœur avec eux. Ouais, Vincent, Roger, forcément, quand on est à l'UBJ, on est supporter du SA15. Ah oui, sans hésiter. Bien sûr. Ouais. Vous avez l'occasion d'aller à Chantilly des fois quand même? Ou c'est rare? Alors, si je dis à ma femme que je vais aller voir des matchs autres que l'UBJ, je pense que... Ouais. On comprend. Bon, merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. C'était très sympa. Bon match dimanche à Oléron. Surtout nos espoirs. Ouais. Surtout nos espoirs. On espère qu'ils vont aller chercher la qualif. Et bonne vie, longue vie, bonne continuation à l'UBJ que nous continuerons à suivre de très près. Merci Vincent, merci Thierry. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.